Nous sommes un journal participatif, merci à vous tous, on peut les applaudir, et que évidemment le temps des mobilisations citoyennes peut se prolonger par des billets de blog, par des interventions qui n'ont pas été terminées, par des compléments s'il en faut. Grenoble est une ville très active, donc il y a tous ceux que j'ai cités, tous ceux qui se signalent à nouveau. On me dit de parler des collectifs qui s'occupent des questions de logement pour ceux qui dorment dans la rue. On me parle de 800 personnes, dont des Roms, dont 85 enfants. On me parle et on me dit de redire combien les quartiers ne sont pas un désert politique. Et j'ai témoigné tout à l'heure des associations. On me demande de parler de la Maison du Maghreb et de la Méditerranée de Valence. On me demande de dire qu'il y a d'autres expériences citoyennes dans d'autres communes comme Ebens qui a réussi une expérimentation citoyenne. On me demande de parler des interdictions préalables de manifestation, cette atteinte au droit de manifester, notamment sur les questions internationales et plus précisément en solidarité avec le peuple palestinien. Voilà, on me demande de mentionner tout cela. Je ne peux pas faire plus que le mentionner. Par ailleurs, merci de votre patience. Ça fait plus de 2 heures qu'on est déjà ensemble. Il y a des bicyclettes qui peuvent vous nourrir avec des boutiques dehors. Et il y a toujours le hall ouest pour continuer, poursuivre avec les intervenants. Ils ont dit non. On continue à leur donner la parole. Je donne la parole à un autre de ces parlementaires qui, dès la mi-novembre, ont senti le piège qui se dressait devant nous. Sergio Coronado, il est député des Français de l'étranger, comme Pouria Amirchaï, mais d'une autre région d'Amérique. Et il est binational. Je vais mettre ça ici parce qu'il paraît qu'on a soif. Merci Edoui. Oui, je suis binational, mais à la différence de beaucoup de ces binationaux, moi je l'ai choisi en fait. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de binationaux ne choisissent pas de l'être. C'est parfois les circonstances de la vie, des histoires familiales. Et moi je suis un binational, mais qui peut déjà être déchu de sa nationalité parce que je suis naturalisé. Donc je ne suis pas concerné par la révision constitutionnelle. Je suis déjà un cas tout à fait perdu. Je voulais d'abord commencer par des remerciements qui me semblent utiles. D'abord, merci d'être venu. Merci d'être venu parce que je crois, et Edoui l'a dit lorsqu'il a introduit cette réunion, parce que Noël Mamère l'a rappelé, parce que Pouria Amirchaï a beaucoup insisté là-dessus, Grenoble ne peut pas être associé en fait au discours de l'ancien président de la République. Grenoble, c'est la ville de la jeunesse, c'est la ville des étudiants par excellence. C'est aussi la ville de la participation politique. C'est une ville où aujourd'hui une équipe municipale tente de réenchanter la politique qui prend tout l'héritage de la lutte contre la corruption et tente aussi, dans une alliance inédite de l'écologie et du social, de donner des perspectives d'espoir à celles et ceux qui, parfois, légitimement, peuvent se sentir découragés. Je crois que c'est bien que vous soyez là et je vais vous dire quelque chose de très personnel. On n'a pas... avec mes collègues, que ce soit Noël Mamère, Barbara Romagnan, Pouria Amirchaï, Gérard Sebaoun, et j'espère que je n'oublie personne parmi les 6. On n'a pas hésité, en fait, au moment du vote. Il y avait beaucoup d'éléments pour plaider contre la prolongation de l'état d'urgence, mais on a eu parfois le sentiment d'une très, très grande solitude. Donc, de vous voir ici présents, nombreux, c'est un bon présage, c'est très encourageant. C'est aussi considérer que la ville de Grenoble peut être la ville du sursaut, la ville de la résistance, la ville d'un mouvement qui se lève contre ce discours officiel, souvent très péremptoire, souvent très affirmatif, qui utilise la peur et la tristesse qui a été la nôtre, comme celle de tous nos concitoyens, le 13 novembre au soir. Je voulais aussi remercier Mediapart, d'avoir organisé cette rencontre, mais aussi parce que depuis son existence, Mediapart fait un travail essentiel dans une démocratie, c'est de déconstruire ce discours majoritaire, ce discours officiel, ce discours du pouvoir, de déconstruire ces évidences qui n'en sont pas,
de ne pas céder devant la menace, devant la peur, devant l'émotion, de faire en fait un travail salutaire, critique, que doit faire tout journaliste, que doit faire tout organe de presse, mais que tous les organes de presse ne font pas, que certains font, d'ailleurs aux côtés de Mediapart, pendant cette tenue d'état d'urgence. Et je crois que c'est essentiel. C'est essentiel pour les citoyens que vous êtes, pour les citoyens que nous sommes, pour les parlementaires que nous sommes. Et je voulais vous le dire très franchement et vous féliciter pour ce travail que vous accomplissez admirablement depuis que vous existez et qui est chaque jour plus utile. Je disais qu'on n'avait pas beaucoup hésité en fait au moment de notre vote. On a voté, évidemment, vous le savez, contre la prolongation de l'état d'urgence et je pense qu'on n'a pas fini de voter contre la révision constitutionnelle, contre la nouvelle prolongation de l'état d'urgence et sans doute contre le projet de loi de réforme de procédure pénale. On n'a pas hésité, non pas parce que nous considérons qu'il ne faut pas se défendre contre la violence terroriste. Nous pensons qu'il faut se défendre. Nous pensons que ces attentats sont ignobles. Nous pensons que ce sont des forces fascistes qui s'attaquent à notre pays, mais nous pensons aussi, et c'est très important, qu'un État de droit n'est pas un État d'impuissance, qu'il y a dans les dispositions dont dispose aujourd'hui notre pays de quoi faire, des dérogations même très larges à l'état ordinaire de notre droit pour se défendre. Je pense qu'on a un arsenal solide. Je crois qu'on oublie trop souvent que depuis une quarantaine d'années, régulièrement, le Parlement vote des lois contre le terrorisme. Régulièrement, il vote, après des événements tragiques, des dispositions qui vont très loin, qui frôlent parfois la dérogation même à l'état de droit. Je crois qu'on oublie bien souvent que depuis 1995, nous vivons sous Vigipirate. Je pense que nous oublions trop souvent, d'ailleurs, que pas plus loin qu'au mois de mars dernier, s'est mis en place un plan particulier de lutte contre l'état d'urgence qu'on appelle le plan Sentinelle. Nous n'avons pas oublié, avec mes 5 autres collègues, qu'il faut parfois, avant de se lancer dans une course effrénée ou tout sécuritaire, d'évaluer au moins ce que nous avons voté, d'évaluer au moins l'efficacité de ces dispositions qui affaiblissent parfois l'état de droit, qui limitent l'autorité judiciaire et qui tentent parfois, se servant de l'émotion, de mettre en place un État qui n'a rien de totalement démocratique. Je voulais vous dire ça très simplement parce que depuis l'annonce du président devant le Congrès, quand il nous a fait part de sa volonté de réviser la Constitution pour y inscrire l'état d'urgence et pour y inscrire la déchéance de la nationalité, je crois que, tout comme moi, vous constatez finalement la libération de la parole xénophobe, de la parole violente, de la parole raciste, et puis cet état de soupçon, de division qui s'instaure dans le pays. Peut-être suis-je naïf, mais moi j'avais l'impression, comme d'autres de mes collègues, qu'une révision constitutionnelle, en tout cas quand on se décide à toucher au texte de la Constitution, qui est le texte qui fonde la vie collective, la vie démocratique, qui sépare très parfaitement les pouvoirs, qui les équilibre, qui protège nos libertés, que cette révision devait se faire dans une marche de relatif consensus, dans une sorte même d'évidence. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons un exécutif et un gouvernement qui ment, qui malmène, qui menace, qui prend parfois les parlementaires pour des bénés et les citoyens pour des idiots. Alors, les parlementaires, on a parfois l'habitude parce qu'il arrive que ces parlementaires mangent souvent leur chapeau, qui affirment le contraire de ce qu'ils déclaraient 3 mois auparavant. Et dans cette situation, même si j'aime beaucoup Christiane Taubira, comme certains d'entre vous, et je me félicite de son départ et de la publication de Murmures à la jeunesse, je voulais vous faire part d'un désaccord qui me paraît important. Et là-dessus, Edoui, parce que cette discussion, nous l'avons eue en aparté tout à l'heure, a tout à fait raison. Elle se félicite que nos institutions soient solides. Mais ces institutions-là, elles sont solides pour celles et ceux qui en occupent le sommet, pour celles et ceux qui en sont quasiment propriétaires. Elles ne sont pas solides ni pour la démocratie, ni pour les citoyens, ni pour les parlementaires qui contestent, ni pour finalement le bon fonctionnement de l'état de droit. Elles sont solides pour protéger aujourd'hui un seul homme. Et c'est aussi
les limites de la Ve République à un seul homme qui peut décider à la place du peuple, qui peut s'asseoir sur la volonté du Parlement, qui peut mentir, changer d'avis, mais dont la parole, à chaque instant, même quand elle change, doit être respectée, doit être accomplie. Je ne crois pas que ce soit des institutions solides quand ces institutions-là malmènent la démocratie et malmènent le peuple. Pour aller très vite, parce que le temps est compté, je voulais rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux articles, la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance. Pourquoi on s'oppose? Tout simplement parce que sur l'article sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, il n'y a nul besoin de le faire, vous le savez. Le Conseil constitutionnel l'a à plusieurs reprises rappelé. Il reconnaît la possibilité aux législateurs ordinaires d'instaurer l'état d'urgence sur la base de l'article 34. Il l'a dit en répondant d'ailleurs à une question prioritaire de constitutionnalité, en confirmant même la constitutionnalité d'une des mesures phares de l'état d'urgence, qui est l'assignation à résidence. Je rappelle, pour ceux qui ont un peu oublié les dates, 55, c'est avant 58, donc c'est avant la Constitution de 58. Les législateurs auraient pu constitutionnaliser l'état d'urgence, ils auraient pu l'abolir, ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y avait sans doute une raison, c'est qu'ils n'ont peut-être pas souhaité constitutionnaliser l'arbitraire. Et puis il y a une question également de fond à laquelle on ne m'a pas apporté de réponse en tant que parlementaire. Est-ce que l'état d'urgence, c'est la meilleure réponse pour lutter contre le terrorisme, qui est une menace diffuse, une menace globale, une menace pérenne? Je pense que ça ne se finira pas demain, malheureusement. L'état d'urgence est un état d'exception qui doit être limité dans le temps, qui ne s'applique qu'au territoire national. Je ne crois pas que ce soit le régime le plus adéquat. En tout cas, je ne crois pas que ce soit un régime qui doit durer. Et pour cette raison, pour ces raisons-là, je ne crois pas qu'il faille constitutionnaliser l'état d'urgence. Et comme cela a été rappelé, associer l'état d'urgence, associer une mesure de sécurité à la déchéance de nationalité, c'est aussi une erreur funeste, c'est une erreur malsaine, puisque ça vise à alimenter un imaginaire colonial, ça a été très bien dit tout à l'heure. C'est un clin d'œil terrible à l'extrême droite. C'est alimenter l'idée que parmi les Français, il y aurait des Français de première catégorie et ceux qui ne seraient jamais finalement français après tant et tant et tant de générations, comme s'il y avait même une cinquième colonne parmi nous. Et je crois, vous le savez, qu'il n'est nul besoin de citer ces Français que certains qualifient de papier, qui ne sont pas de souche, pour savoir de qui on veut parler. Je crois qu'il n'y a pas de distinction à établir parmi les Français. Quand on est Français, on l'est pleinement. Et d'ailleurs, cette appartenance à la nation, c'est une appartenance volontaire. Ce n'est pas une question ni d'origine, ni de religion, ni d'ethnie. Et je crois que s'attaquer à ce symbole-là, c'est vraiment trahir le message universaliste de la République. Et je conclurai sur une inquiétude plus grande qui ne s'arrête pas simplement à la révision constitutionnelle. Je crois que nous sommes progressivement, pas à pas, en train de basculer, en train de fonder un autre type d'État. Je ne dirais pas que nous sommes en train de construire un État sécuritaire, dictatorial ou autoritaire. Je crois qu'on met en place petit à petit, et Mediapart l'avait bien dit au moment du débat sur la loi sur le renseignement, on met en place une société de contrôle et de surveillance, une société adossée finalement à une place, à un complexe sécuritaro-numérique. Et cet état d'urgence, cette loi sur le renseignement, les futurs textes qui arrivent en débat, ils sont la preuve, la manifestation d'un mouvement d'ensemble, d'un mouvement de surveillance et de contrôle, à la fois privatisé et démocratisé. Privatisé parce qu'il est l'œuvre en fait de grands groupes, de grandes multinationales. Vous les connaissez, vous y donnez beaucoup de vos données, beaucoup de vos informations personnelles. C'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Microsoft, c'est Amazon. Et ces grands groupes traquent toutes nos données à chaque instant, tous les jours. Ils en font de la richesse pour eux. Et au moment du 11 septembre, ils ont lié une très étroite coopération avec les agences de renseignement nord-américaines. Et je crois que Julian Assange a raison, Snowden a raison. C'est aussi ça le risque, la mise en place d'une société de surveillance et de contrôle. Je crois qu'il faut se mobiliser contre ça. Il en va de notre démocratie. J'espère que dans quelques années, on ne se réunira pas pour célébrer la fin de nos libertés de la vie privée. Je crois qu'il
Il est des raisons multiples pour continuer à se mobiliser. Moi, je voudrais finir sur une note optimiste parce que vous me donnez envie de l'être. Vous êtes aujourd'hui nombreux. C'est de vous appeler tout simplement à rejoindre des collectifs, à appeler les élus dans chaque conseil municipal à voter des vœux contre la révision constitutionnelle, à monter des collectifs contre cette révision constitutionnelle qui n'a rien de bon. J'espère que le premier pas que nous avons fait aujourd'hui à Grenoble sera le début d'une très longue marche et une marche victorieuse. Moi, j'y crois. Quand je vois que Fillon et Taubira sont d'accord, je pense qu'on peut construire et être majoritaire dans ce pays. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas laisser les choses se faire aussi facilement que le pouvoir le souhaite. Merci à vous. Merci Sergio Coronado. À propos de symbole.